Greetings world. We are anonymous. Clairement qu'on vienne pointer ces dysfonctionnements comme étant constitutifs d'une faute lourde de la machine, de manière à ce qu'on envoie le message très clairement à tous ceux qui sont aux manettes, en disant voilà, si cette fillette pour laquelle la France entière s'est émue est morte, c'est pour partie parce que ceux qui avaient le pouvoir de mener l'enquête et avaient le pouvoir de la protéger, en l'occurrence procureur de la République et gendarmerie, ça n'est tout de même pas rien, ce sont les services judiciaires aux sciences propres, n'ont pas été en capacité de faire le travail qui leur incombait. De l'autre côté, face à ces accusations, l'État français est sur la défensive. La responsabilité de l'État pour le dysfonctionnement du service public de la justice suppose que soit caractérisée une faute d'une certaine gravité, une faute lourde, et je vais m'employer à démontrer qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas. Comme Marina, Céline a été maltraitée pendant des années. Avec elle, nous tenterons de comprendre ce qui se joue entre un enfant et un adulte tortionnaire, mais aussi ce qui, dans ce face-à-face mortifère, l'a sauvée elle, mais a manqué à Marina. Céline est née dans une famille aisée. Père ingénieur, mère femme au foyer, une petite sœur. Céline a la vie des enfants de son âge, jusqu'au jour où son père lui offre un piano et décide de faire d'elle une concertiste. J'avais un père qui s'est transformé dans mes yeux de petite fille, en monstre. C'est à l'âge de 4 ans et demi, vraiment, que j'ai pris conscience qu'à tout moment je pouvais mourir, parce que j'avais l'impression qu'au-delà des coups, il pouvait me tuer finalement s'il en avait envie. C'est la terreur. Ce sentiment vraiment que tout bascule. À 4 ans et demi, son père l'oblige à s'entraîner 2 heures par jour, puis 3 heures, puis 4. Levée à l'aube, elle n'a le droit d'aller à l'école qu'après avoir fait ses gammes sans accroc. La moindre fausse note est punie de coups de ceinture, de coups de poing, d'enfermement, d'humiliation, de menaces. J'ai jamais eu le courage de lui dire non ou d'essayer de me rebeller. J'avais trop peur. Je le voyais immense. J'avais l'impression qu'il pouvait me tuer en me donnant une gifle, tellement ses mains étaient puissantes. Mon père, au fur et à mesure des années, n'avait plus du tout besoin de parler. Quand on était au piano, il se levait, il dégrafait sa ceinture dans le silence. Je savais que je devais me pencher au-dessus du bureau, me déshabiller et recevoir des coups de ceinture. C'était dans un silence de mort. Il n'y avait pas un son prononcé. Souvent, la maltraitance se déroule dans le huis clos d'une famille. Une famille à la fois complice et otage du bourreau. Ma mère, elle disait plus rien. Elle faisait pas rien pour moi. Parce que, comme je dis, elle s'interposait pas. Mais le vendredi soir, pour pas qu'il me coupe les cheveux, elle cachait les ciseaux. Quand il me privait de manger, elle allait me cacher de la nourriture dans ma chambre. Donc, elle faisait pas rien pour moi. Mais elle faisait en douce, quoi. La mère de Céline ferme les yeux quand sa fille aînée est enfermée des heures dans le noir. Seule Marie, la benjamine, ose défier les ordres du père. Ma sœur était petite, mais par contre, je savais que je pouvais quand même compter sur elle. Parce que quand j'étais enfermée, elle montait pour voir si j'avais besoin de quelque chose. Alors parfois, je faisais glisser des petits mots sous la porte en lui disant dis à maman de monter ou amène-moi un petit gâteau. Et elle le faisait. Enfin, c'était surtout appelle maman. L'omerta, qui a entouré Céline pendant 10 ans, a coûté la vie à Marina.
Quand l'histoire de cette petite fille est révélée dans la presse, on la traite comme un fait divers sordide qui n'arrive que chez les autres. On va découvrir, au fur et à mesure, que cette affaire cumule tous les ratés de la protection de l'enfance. 150 gendarmes étaient mobilisés toute la journée dans la zone commerciale nord du Mans à la recherche de la petite Marina, disparue depuis hier 9h30 sur le parking du McDonald's à Saint-Saturnin. Nous sommes le 11 septembre 2009. Éric Sabatier, 35 ans, déménageur, alerte les gendarmes. Sa fille a disparu sur le parking d'un McDonald's dans la région du Mans, alors qu'il se trouvait à l'intérieur du restaurant. Les gens ont été immédiatement solidaires de cette recherche. Parce que une petite fille de 8 ans qui disparaît, ça inquiète forcément. On fouille les abords, y compris les contenus à ordures. Vous allez en trouver. Tous les endroits où une personne peut être dissimulée. Et donc cette image qui reste, c'est effectivement ces colonnes d'hommes en bleu, cet hélicoptère qui tourne, ces hommes qui vont même aller chercher dans les poubelles, voir si elles ne seraient pas cachées derrière un conteneur ou autre. Le mensonge dure 2 jours, je crois, pas plus, de mémoire. Après 2 jours d'interrogatoire, le père craque. Il avoue que Marina est morte depuis 1 mois et que son corps est resté dans la cave de leur maison à Écommois, avant d'être transporté dans un sac poubelle jusqu'à un entrepôt pour y être coulé dans le béton. Dans toutes ces affaires d'enfants maltraités jusqu'à la mort, on découvre des parents manipulateurs. L'horreur se succède à l'horreur, en fait, au bout du compte de ce dossier. Et ce, dès le début. On apprend que les parents, effectivement, sont les responsables de la mort de Marina et de toute cette mise en scène morbide. À chaque affaire, on incrimine la passivité de l'entourage. Est-il possible de côtoyer de tels drames et de ne rien en soupçonner? Ils sont arrivés au mois d'août et ils sont partis le jeudi 7 mai, au soir. Son mari était montant en grade, qu'elle m'a dit. La maison était trop petite. Moi, j'ai cru ce qu'elle m'a dit. Les enfants, on les voyait très peu. Ils jouaient dehors, mais jamais Marina. Elle était cachée. Elle en parlait méchamment vers la fin. Elle disait, elle mange comme un porc, tout ça. Mais j'ai jamais vu lever la main dessus, donc je peux pas... On n'a jamais rien entendu. De toute façon, les fenêtres n'étaient pas ouvertes. Donc... Les voisins sont comme tous les voisins de n'importe quelle ville ou village de France. Chacun vit centré autour de son foyer, dans sa propre maison, dans son propre appartement, sans vraiment regarder ce qui se passe autour. Une fois la porte fermée, on ne se pose pas de questions. De manière très classique, quand on voit ce qui se passe dans nos immeubles, à part le bonjour, au revoir, et encore quand il existe dans un ascenseur ou dans une montée d'escalier, il n'y a pas véritablement, je crois, d'intérêt à l'altérité. La difficulté de se mêler de la vie d'une autre famille, de porter un regard sur les enfants d'une autre famille, est liée à une conception très antique de la famille, où l'enfant était propriété du pater familias, était un bien mobilier. Autrefois, dans l'Antiquité, les pater familias avaient le droit de vie et de mort sur leurs enfants. Dans ces affaires de maltraitance, si les parents réussissent à berner non seulement les voisins, mais aussi les travailleurs sociaux, les médecins et les juges, c'est que la société entière refuse de voir cette réalité. C'est ce déni collectif que les associations dénoncent. Je crois que non, on n'a pas envie de voir ça. Voilà. Je crois qu'on n'a pas envie de voir ça. On vit comme ça sur des éléments qui sont de nature à rassurer, c'est-à-dire que la famille est toujours suffisamment bonne, la famille est nécessairement aimante, l'enfant est nécessairement choyé. Et quand d'aventure ça se passe pas trop bien, on va chercher ici ou là des considérations de type sociologique pour dire mais c'est parce que ils ont un mode de vie un peu précaire, une situation un peu difficile, etc., etc. Alors que la maltraitance, elle ne connaît pas de milieux sociaux, elle connaît pas la pauvreté ou la richesse, ça lui est indifférent. Le refus de voir et de savoir est souvent conforté par le fait qu'au sein d'une même famille, un seul des enfants devient le souffre-douleur des parents. Pourquoi la sœur de Céline a-t-elle été préservée?
Et pourquoi, dans sa famille, Marina est la seule des enfants à être maltraitée, alors que les 4 autres sont élevés sans violence. Marina est le 2e enfant de Virginie d'Arras. Quand celle-ci tombe enceinte de la petite fille, elle est en instance de séparation d'Éric Sabatier. Elle ne veut pas de l'enfant. Elle accouche sous X le 27 février 2001, mais dit à son compagnon que le bébé est mort-né. Deux mois plus tard, elle reconnaît son mensonge et sous la pression des siens, avant que le délai légal de rétractation n'expire, Virginie d'Arras va rechercher sa fille et emménage à nouveau avec Éric Sabatier. Ce qui est terrible, c'est qu'il ne semble pas qu'il y ait eu un accompagnement de Madame d'Arras et de Marina après qu'elle ait repris l'enfant. Un accompagnement social, accompagnement psychologique, voire même une péricultrice, pour voir comment ce lien, cette relation pouvait effectivement se nouer entre cette mère et cet enfant. En même temps, Monsieur Sabatier n'a peut-être pas non plus permis, favorisé que ce lien existe. L'histoire a été écrite quasiment depuis le début. Il y a des situations d'enfants, dans certaines familles, où l'histoire singulière de l'enfant, parce que parfois il a été prématuré, parce que parfois il a été handicapé, parce que parfois il n'est pas arrivé à un moment voulu pour les parents, ou pour tout un tas d'autres histoires. Ça peut aussi être tout simplement lié aux parents eux-mêmes, une dépression maternelle, un conflit conjugal, qui fait que l'enfant, à ce moment-là, n'incarne plus le projet du couple et va devenir le bouc émissaire. Et on peut dire parfois autrefois l'enfant symptôme d'une pathologie familiale. Entre sa naissance et son entrée à l'école, Marina vit un calvaire que personne ne décèle. Il faudra donc attendre que la petite fille soit scolarisée à l'âge de 6 ans pour que les instituteurs, eux, s'interrogent devant ce visage gracieux qui se transforme peu à peu en face de boxeur. Pendant 1 an, ils tiennent la chronique quotidienne des hématomes qui couvrent le corps de Marina. Pour échapper aux questions de plus en plus pressantes des enseignants, les parents déménagent. Ils changent Marina d'école 4 fois en 2 ans. À chaque fois, les enseignants se transmettent leurs inquiétudes, notent tout en détail, ne lâchent pas. Ce matin, nous avons constaté que lorsqu'elle est arrivée à 8h50 à l'école, elle avait 3 bleus sur le visage, 2 sur la joue, 1 situé sur l'oreille. Vendredi 25 janvier, c'est toujours le même mois. Après 3 semaines d'absence, Marina revient à l'école avec un bleu sous l'ensemble de l'œil droit. Elle se plaint des jambes après une chute sur la cour, c'est le 29 janvier, 4 jours après. Je remonte son pantalon, je constate des bleus partout. Marina parle de sa griffure à l'œil, mais ne sait pas expliquer comment c'est arrivé. Il y en avait des pages et des pages. C'était le premier signalement du 19 juin, c'est celui qui aurait dû faire cesser le calvaire de cet enfant. Il y a eu effectivement un signalement au parquet en juin 2008. Et c'est le seul signalement dont le parquet ait été rendu destinataire. Ce signalement a fait l'objet d'une enquête, d'investigation, de constatation médico-légale. À ce moment-là, ça s'est avéré négatif. Revenons sur cette enquête. D'une part, les gendarmes interrogent rapidement la mère de la petite fille, qui nie évidemment, et d'autre part, ils font examiner Marina par un médecin légiste à l'hôpital du Mans. Dans son rapport, l'expert relève 19 cicatrices sur le corps de l'enfant. Comment faire le tri entre les hématomes dus à de la maltraitance et ceux que l'enfant pourrait se faire en tombant? Le docteur Caroline Rambaud est expert médico-légal devant la cour d'assises dans les affaires de maltraitance. Elle témoignera au procès des parents de Marina. Les lésions les plus fréquentes en cas de maltraitance, ce sont les ecchymoses. On fait la cartographie de ces ecchymoses sur le corps. Et ce qui nous permet de savoir qu'il y en a d'âges différents, c'est qu'elles sont de couleurs différentes. Quand il y a des lésions traumatiques d'âges différents, là, il n'y a plus de doute. Soit on a un enfant qui est vraiment
hyperactif et qui a fini par se tuer. Enfin bon, c'est quand même très rare qu'ils en arrivent là. Soit ce sont des lésions provoquées. Les lésions de Marina sont effectivement d'âges différents. Quand un médecin légiste dit ça, il faut savoir lire entre les lignes. Ça veut dire on est en situation de maltraitance. Tout le monde sait ça. Le parquet sait ça. Alors pourquoi les médecins se montrent-ils si prudents? Je crois que c'est quelque chose qui est tellement dérangeant que, bon, on a toujours une restriction à poser ce diagnostic. Et puis on se dit, bon, ça va faire plein de bazar dans la famille, ça va traumatiser tout le monde, etc. Ce qui est un faux problème. Mais bon, on ne peut pas empêcher. Et puis la difficulté aussi pour les pédiatres, c'est que tout leur exercice est basé sur la relation avec les parents. Parce que ce sont les parents qui disent ben, « j'amène mon enfant parce qu'il a ci ou il a ça ». Et il y a une relation de confiance qui s'établit entre les parents et le pédiatre. Et le pédiatre, spontanément, quand il voit une lésion traumatique, il n'a pas envie que ce soit traumatique par un tiers, il préférerait que ce soit accidentel. Mon père, qui était le directeur de l'usine, côtoyait le médecin et le pharmacien. Le médecin de famille, qui était l'ami de mon père, ne s'imaginait pas qu'il y avait deux personnalités à mon père, qu'il y avait mon père dans la vie sociale et professionnelle de tous les jours et mon père à la maison. Donc le médecin de famille s'est jamais posé de questions. Et s'il s'en est posé, alors il n'a jamais fait quelque chose pour moi. Les gendarmes estiment que le rapport du médecin n'est pas probant. D'autant plus que pendant la visite médicale, Marina ne se plaint de rien. La justice attend des enfants maltraités qu'ils dénoncent leurs bourreaux. N'est-ce pas illusoire? Et n'est-ce pas aux adultes de décrypter derrière les paroles et les dessins ce que l'enfant ne dira jamais clairement? Ce qui est très curieux, c'est qu'on attend toujours des enfants qui dénoncent la maltraitance. La plupart du temps, ces enfants sont aliénés au système familial. Ils imaginent qu'ils ne peuvent dépendre que de leurs parents, qu'il n'y a aucune alternative possible et que ce qui se passe dans la famille, comme dans un fonctionnement sectaire, est parfaitement normal. Tu veux? Tu veux que je fasse quoi, moi? Une maison aussi? Bonne idée. Oh, tu veux que je joue avec toi? Je peux prendre l'exemple assez simple d'enfants qui viennent par exemple dans un foyer de l'enfance. Ils sont retirés à leur famille. C'est parfois seulement au bout de 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans parfois, après avoir vécu avec d'autres adultes qui les ont traités d'une autre manière, qu'ils ont un regard sur la façon dont ils étaient traités chez eux. Ça a bien l'air bien comme ça. Et que tout d'un coup, ils découvrent que dans le respect des adultes qui s'occupent d'eux, apparaît le manque de respect qu'ils ont vécu, eux, dans leur propre famille. Poursuivant leur enquête, les gendarmes auditionnent Marina dans leurs locaux. Ils constatent que la petite fille n'accuse pas ses parents et concluent qu'elle n'est donc pas en danger. C'est une enquête de pied nickelé. On va entendre personne. Ni ce médecin légiste qui pourtant a émis des doutes. On aurait pu lui passer un petit coup de téléphone en disant « Bon, il y a ce que vous avez écrit et puis il y a ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?» Ça ne sera jamais fait. Ni les institutrices. On a pourtant les documents des institutrices qui ont écrit des pages et des pages de journal où tous les jours elles écrivaient ce qui se passait. Ni le directeur de l'école, c'est-à-dire aucun témoin, aucun médecin, aucun... Rien, on va entendre personne. C'est pas une enquête. Et du coup, on va transmettre ça au procureur de la République et le procureur de la République va prendre une décision de classement sans suite. Marina ne dira rien jusqu'au bout. On n'aura la preuve de sa maltraitance qu'après sa mort.
En interrogeant son père, sa mère et ses frères et sœurs, ce qu'ils n'avaient pas fait lors de leur première enquête, les gendarmes découvrent les sévices endurés par la fillette. La cour. Le renvoi de M. Sabatier et de Mme Darras devant la cour d'assises, c'était sous la qualification suivante, d'avoir, entre septembre 2003 et le 1er juillet 2009, soumis Marina Sabatier à des actes de torture ou de barbarie, en l'espèce en lui portant de façon répétée, et dès le plus jeune âge, des coups de poing sur le visage et sur le corps, des coups de pied, des coups de tête, des coups de ceinturon ou de bâton, en la laissant la plupart du temps enfermée dans sa chambre, volet clos, en l'affamant, en la séquestrant dans le grenier, dans le garage ou dans la cave, nue et privée de tout moyen de se protéger du froid, en lui infligeant des douches froides ou en alternant des douches froides puis très chaudes, en l'attachant à son lit et en la bâillonnant avec du ruban adhésif, en lui faisant ingérer du vinaigre ou du gros sel, en refusant de l'habiller et en lui faisant passer des journées entières complètement dévêtues, en lui tirant les cheveux jusqu'à les lui arracher, en l'obligeant à marcher pieds nus sur un sol rugueux pendant plusieurs heures avec une charge sur le dos jusqu'au décollement de la peau et en lui plongeant la tête sous l'eau à plusieurs reprises, notamment avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans pour être né le 27 février 2001 par ascendant. Deuxième fait... Comment cette carte de l'horreur gravée sur le corps de la fillette et révélée devant la cour d'assises a-t-elle pu échapper aux professionnels chargés de l'enquête? Et en l'obligeant à passer la nuit nue dans le sous-sol fermé à clé, avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort sans intention de la donner. Quand on regarde les parents, on se dit ce sont des monstres, mais pourtant ils ont l'air de gens normaux. C'est ça qui est très déroutant aussi, c'est que c'est pas écrit sur le visage des gens qu'ils ont pu faire des choses pareilles. Donc il y en a, la mère, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, elle a l'air d'une petite ménagère tranquille et on ne peut pas imaginer ce qui a été fait. Après la lecture de l'acte d'accusation, le président de la cour d'assises ordonne la projection de l'audition de Marina, filmée le 23 juillet 2008 par les gendarmes. Ce qu'on a vu, c'est une petite fille gaie, vive, percutante, qui rigole, qui est toute belle, toute mignonne, avec ses petits cheveux blonds, sa petite bouille qui rigolait tout le temps. Donc, il y avait comme un décalage entre l'image qu'on avait d'elle à ce moment-là, telle qu'on la voyait, et puis ce qu'on imaginait avec le procès qui était en cours. C'était très étonnant. Et puis après, il y a eu le discours de Marina. Et là, le discours de Marina nous a encore plus estomaqués. Parce que Marina, pendant 45 minutes, elle défend ses parents. Les gendarmes, ce qu'ils veulent savoir, si elle est battue. Parce qu'il y a des rapports qui montrent qu'il y a quand même de fortes présomptions à ce moment-là. Or, à chaque question des gendarmes, Marina trouve une explication à peu près logique. Comment tu expliques les bleus que tu as sur les bras? Je tombe. Je trouve que tu tombes souvent. Beaucoup. Plus souvent que tes frères et sœurs? Oui. Ils ont des traces, eux? Non. On sent que pour elle, le temps est long. Le temps est long parce qu'elle doit défendre ses parents jusqu'au bout. Et qu'elle veut que ça se termine. Mais le policier continue. Et elle continue de répondre et elle va les défendre bec et ongle jusqu'au bout. Il faut donner la bonne réponse. Il faut se souvenir que le genou, c'est parce que je suis tombé dans l'escalier. Il faut se souvenir que le dos, c'est parce que là aussi j'étais tombé au parc. Il faut se souvenir que la marque que j'ai au coude, c'est une marque que je me suis faite quand je suis allé dans l'escalier. Parce que cette réponse-là, c'est la réponse qu'on m'avait demandé de dire et que j'avais déjà dite au médecin qui m'avait vu précédemment. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un vrai souci, elle est dans un vrai rôle de composition et par moments, ça sonne faux.
toi, comment c'est arrivé? En tombant de ma chaise, quand j'étais petite. Tu peux le déplier? Non, maman, elle ne veut pas. Des fois, maman, elle donne des fessées? Oui, quand on l'écoute pas. Maman, elle se fâche et elle donne des fessées. Et toi, tu reçois des fessées des fois? Non, jamais. Les punitions, c'est quoi? Elle donne des punitions à faire? Non, pas à moi. Les autres, alors? Oui, les autres. Et en même temps qu'elle fait ça, au moment où on lui dit que du coup son audition est terminée, elle a comme une espèce de sursaut. Elle d'abord remonte un peu sa jupe pour qu'on voit une autre trace de coup qu'elle a. Et puis elle va avoir un petit mot qu'on a interprété comme un lapsus, où on lui dit « Bon, donc tout le monde est gentil avec toi, alors ?» Et elle dit « Oui, sauf papa et maman. » Voilà, à la fois elle les défend et à la fois elle voudrait lâcher quelque chose avant de partir, comme s'il ne fallait pas que ça se termine sans qu'elle ait dit ce pourquoi elle était là au fond. Ouais, c'était terrible. C'était terrible parce que c'était vraiment le moment, c'est un moment du procès où on s'est rendu compte qu'on était là vraiment tout près de la sauver. Céline aussi aurait pu mourir dans l'indifférence générale, piégée dans ce face-à-face avec son bourreau. Dire non à mon père ou oser le regarder dans les yeux en lui disant « mais arrête » ou « non, je ne ferai pas ça », c'était impensable. La terreur, elle était telle que j'aurais jamais osé. Parce que j'avais envie de vivre, quoi. Personne ne soupçonne son calvaire, ni son professeur de piano, trop fasciné par cette élève virtuose, ni son médecin de famille, ni Charlène, sa meilleure amie. Céline, c'était quelqu'un de pleine de vie, quoi. Vraiment, qui n'a jamais fait de confidence. Pourtant, on était proches, hein. Moi, j'allais régulièrement chez elle les mercredis après-midi. On passait l'après-midi à jouer. Alors, on jouait à l'ordinateur, on faisait des batailles de polochon. Sa mère nous faisait le goûter. Et ma mère me récupérait le soir. Et en fait, voilà. Jamais elle nous a parlé des coups de ceinture, Céline. Jamais elle nous a parlé de quoi que ce soit. Jamais elle m'a dit que son père exigeait voilà, qu'elle travaille son piano 8 heures par jour. Jamais elle m'a dit qu'il la ridiculisait. Pourquoi elle avait cette coiffure. Non, jamais, mais jamais. J'étais sûre qu'on me croirait pas. Sûre. Je faisais pas le poids contre mon père. Parce qu'il portait beau, parce qu'il était extrêmement intelligent, parce qu'il avait un bon travail, parce qu'il dirigeait des employés sans les maltraiter, parce que tout le monde le trouvait charmant. Donc c'est arrivé dans le village que ma mère croise des gens qui lui disent « Votre mari, qu'est-ce qu'il est charmant !» Donc quel aurait été le poids de ma parole contre son poids à lui ? Aujourd'hui, la loi impose aux adultes de signaler à la justice tout enfant maltraité dont ils ont connaissance. Faute de quoi, ils risquent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour non-assistance à personne en danger. Service protection de l'enfance et de la famille, bonjour. Les gens, quand ils ont la connaissance d'un enfant en danger, ils savent la porte d'entrée, ils la connaissent. Après, le fait est de faire la démarche et d'appeler. Ça, c'est dur pour eux parce qu'ils ont peur déjà des représailles. Et puis, ils ont peur justement d'aller nuire dans la famille. J'ai rien dit,
j'ai pas demandé, j'ai juste demandé d'où elle tenait ça. Elle m'a dit, c'est Camille qui me raconte ça. Donc voilà. Donc ma belle-fille a tout de même parlé avec les maîtresses. Et donc, elles ont dit qu'effectivement, les maîtresses, elles soupçonnaient des trucs, mais elles ne savaient pas quoi. Parce que la gamine est très, très introvertie. La maîtresse soupçonnait des choses? Elle soupçonnait, comment je peux vous dire, elle trouvait que la gosse était mal. D'accord. Est-ce que vous souhaitez me laisser vos coordonnées si on a besoin de vous rappeler ou si on va avoir de plus en plus d'éléments? Vous préférez rester anonyme? Oui, je préfère rester anonyme parce que je veux pas d'embrouille, on va dire. C'est pas que je veux pas assumer ce que je fais. Hein. Oui, c'est parce que vous souhaitez pas qu'on remonte à vous en disant. Voilà. Et puis c'est tout. C'est vrai que le signalement est souvent assimilé à de la délation. Et moins comme une aide qui puisse être apportée à la famille. Mais comme dans toute situation, c'est-à-dire qu'on voit toujours le pire en disant les services sociaux vont venir dans la famille et ils vont placer mon enfant. On voit jamais le verre vide et le verre plein, si vous voulez. On voit jamais que le service social est là aussi pour aider les familles et que justement, bien souvent, juste un petit coup de pouce permet de sortir la famille d'une situation délicate. Quelle est la frontière entre la délation et la non-assistance à personne en danger? Et une fois l'alerte donnée, comment faire pour qu'elle ne se perde pas dans les méandres de l'administration? Comme dans l'affaire du petit Lorenzo. Le 19 avril 2010, les pompiers découvrent le corps de ce petit garçon de 10 mois, seul et abandonné dans une maison de péage de Roussillon, dans le département de l'Isère. Lorsque l'innocent n'a même pas la parole, l'enfant de 10 mois, pour exprimer, il est dans la solitude extrême et ce qu'il a vécu est un vrai martyr, un calvaire inimaginable que j'ai rarement vu, y compris dans les pires procédures criminelles. Lorenzo est le deuxième enfant de Jimmy et Sonia, âgés de 25 ans et toxicomanes. Leur premier enfant, Matteo, 4 ans, est déjà placé en famille d'accueil. 10 jours avant la découverte du corps, une dispute éclate dans le couple. Jimmy quitte la maison, Sonia reste sans ressources, rongée par la drogue. Le bébé meurt de faim et de soif. Ça montre tout le drame de solitude d'être comme ces deux parents avec leurs gamins, parents complètement déjantés par la toxicomanie, et où finalement la société est dans l'incapacité de pousser les portes et de voir. Alors c'est la lâcheté des voisins, et puis c'est la lenteur extrême des services sociaux, et d'ailleurs il y a une problématique qui a été posée dans le cadre de l'instruction pour savoir si ces services sociaux n'avaient pas failli dans leur mission. Dans quasiment toutes ces affaires de maltraitance, suivies de morts d'enfants, les services sociaux sont lourdement mis en cause. Aussi, quand Lorenzo meurt, malgré une enquête sociale ordonnée 1 an auparavant, aucun agent des services sociaux ne s'était penché sur son berceau. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements dans cette affaire comme dans toutes les affaires tragiques. Il semble même que quand une affaire commence, si j'ose dire, un enchaînement fatal se produit et que tous les services concernés se mettent à dysfonctionner. Les services sociaux, les services de la justice, les services même de la poste. Je sais que dans l'affaire du petit Lorenzo, la boîte aux lettres ne portait pas de nom et que le préposé, le facteur, ne savait pas où mettre les plis recommandés dans lesquels il y avait la convocation des parents. Bref, tout a mal marché. Un magistrat était en vacances, pas remplacé pendant ses vacances. On a accumulé les semaines de retard et on a abouti à la mort du petit bébé. Bien sûr que ça fait mal. C'est évident que ça fait mal. Bon, on essaye surtout de comprendre ce qui s'est passé dans la chaîne pour qu'il y ait effectivement, en gros, le maillon faible. On analyse pour voir où est-ce qu'il y a eu une défaillance, s'il y a eu ou non. Parce que souvent, il n'y a pas. Et on n'est pas 24 heures sur 24 avec les familles. Hein. Dans l'affaire Marina, une fois de plus, les services sociaux sont incriminés pour leur aveuglement. Ils ont rendu visite à la famille à plusieurs reprises, sans déceler le danger qui pesait sur la fillette.
On peut passer à côté parce qu'un professionnel, c'est pas quelqu'un qui a la toute puissance et le tout savoir. C'est-à-dire qui forcément va voir partout et tout. Ça, c'est une illusion, un fantasme. Mais être professionnel, ça dit qu'on a un engagement de moyens, mais que le résultat, on ne peut pas le garantir. C'est-à-dire on est dans des choses humaines, dans des affaires complexes, dans des signes qui peuvent être subtils, voire absents. Voire on a organisé l'absence de tout signe. Et c'est ça la vraie complexité du travail. Donc on peut passer à côté, des fois parce que peut-être on n'est pas bon, et puis il y a des jours où on n'est pas bon, on n'est pas tous bons tout le temps, et personne n'est bon tout le temps, ça peut nous arriver. Mais des fois on peut être tout à fait bon, et pourtant passer à côté. Et c'est ça aussi qui est, je pense, assez incompréhensible pour les gens. Ça paraît tellement évident une fois que l'affaire est révélée. C'est quand même un déni massif du fait que ça ne fonctionne pas. Je n'ai encore rien lu et rien vu à ce jour qui soit de l'ordre de l'autocritique sur on va essayer d'améliorer les circuits, on va essayer de communiquer davantage et autrement, ce qui suppose d'abord d'avoir dit « nous avons failli ». À l'heure des charges, la loi impose aux services sociaux de travailler en accord avec les familles. Bonjour Madame Rousseau, l'assistante sociale là. Je peux entrer? Vous avez partagé maman? Oui, je vous ai eu le téléphone. Les travailleurs sociaux ne peuvent voir que ce que la famille veut bien leur montrer. Ils n'ont pas le pouvoir d'investigation des gendarmes. On peut aller voir un petit peu l'organisation. Oui. Pas question de forcer quelqu'un à ouvrir sa porte ou à répondre à des questions. La famille doit accepter le principe d'être aidée. On peut allumer la lumière? Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière à l'escalier. Non, vous montez pas s'il vous plaît. Plus vous avez un système qui risque d'être intrusif, plus vous vous comportez en contrôleur, en venant un petit peu mettre la pression sur la famille en disant qu'est-ce que c'est ce comportement, plus vous allez créer une défiance vis-à-vis des services d'aide et de protection. Donc vous allez avoir des situations qui risquent de se détériorer, pas parce que les gens ils sont méchants, pervers, etc. Non, parce qu'ils se disent, si je vais parler de ma difficulté en tant que parent, je suis en danger, peut-être qu'on va me placer mon enfant. Il y a davantage un souci d'aider des familles qui sont ressenties comme des familles en difficulté, et elles le sont, que d'aider un enfant qui est pris dans cette famille. Et je crois que souvent, on a laissé leur chance à des familles qui, en définitive, n'étaient pas en capacité de travailler, voire même à des familles, c'était le cas dans Marina, qui se jouent des services. En France, le lien biologique est sacré, et contrairement au système anglo-saxon, le maintien de l'enfant au sein de sa famille est privilégié. Quand ma mère elle s'énerve contre nous, elle creuse comme ça dessus et après elle arrête. Et quand c'est mon père, lui crie fort, après il crie fort, après des fois après il frappe. Moi, je dirais qu'il est le plus sévère, c'est personne. Bon, arrête, ça se peut que ce soit les deux en même temps. Non, ils sont gentils. On met peut-être les pires. Pas les nôtres. Hein. On est toujours sur cette conception que l'enfant ne peut pas vivre sans sa mère ou sans son père, sans sa famille, alors qu'un enfant a surtout besoin d'une fonction parentale sécurisante que d'avoir un père ou une mère. Ah, un parent, ça t'aime. Les parents, des fois. Même si ça t'aime, oui, ça t'aime. Oui. Et là aussi, ils font des enfants, ils les aiment pas. Si ses parents ne sont pas capables, il faut absolument que le bébé connaisse très très tôt cette sécurité affective, sinon ça le détruit et de façon irrémédiable. Pour sortir de l'enfer, Céline s'est appuyée sur un adulte qui a su déceler ses souffrances. L'adulte que Marina n'a pas rencontré. À 14 ans, Céline vit toujours avec sa famille. Elle est anorexique, pèse 39 kilos. Céline, quand je l'ai vue, c'était un petit oiseau tout menu, tout affolé, replié sur elle-même, qui avait mal au ventre, qui exprimait un mal-être très important. Enfin, on se rendait compte qu'elle allait mal, très mal. Céline vient d'intégrer un lycée de la région parisienne où sa famille s'est installée.
À la rentrée scolaire, on demande aux élèves d'enrichir leur fiche de renseignement d'une note plus personnelle. Céline écrit « Je fais 45 heures de piano par semaine ». Alertée par cet entraînement intensif, l'infirmière scolaire l'attend dès le lendemain devant la porte de sa classe. Mais dans un premier temps, la jeune fille refuse de dénoncer son père. À force de venir m'attendre tous les jours, à la sortie des classes, entre midi et 2 ou à la récréation, j'ai progressivement pris confiance en elle. Et j'ai commencé à me confier à elle. Et au début, c'était très timide. Et après, ça a été comme un flot de paroles ininterrompues. Fallait que je lui parle, fallait que je lui parle, fallait que je lui parle. Et tous les jours, je trouvais un moyen pour descendre à l'infirmerie. Et quand elle n'était pas là, c'était dramatique. Je m'effondrais devant la porte de l'infirmerie en pleurant. Elle avait déclenché chez moi un besoin de parler incroyable, quoi. Et ça me faisait un bien fou, quoi. Parce que pour la première fois de ma vie, j'étais plus seule, quoi. J'ai fait ce qu'auraient peut-être dû faire d'autres personnes avant moi, c'est-à-dire je me suis assise en face d'elle et puis j'ai pris le temps de l'écouter, et puis voilà. Selon la loi, Séverine aurait dû faire un signalement à la justice immédiatement après les premières confidences de Céline. Elle a eu l'intelligence d'attendre que psychologiquement je sois prête. Parce qu'elle a bien senti que si elle me trahissait en quelque sorte, si à peine un premier constat de coup de fait, boum, elle appelait, ou elle faisait un signalement, ou elle appelait mes parents, elle a bien compris que je dirais que c'était pas vrai. Il y avait un grand risque pour Céline, soit de passage à l'acte, donc d'un suicide. Dans le meilleur des cas, elle aurait tout simplement nié, ou alors on ne l'aurait pas cru. Parce que dans un premier temps, on n'avait aucune preuve. Moi, je la croyais. Elle savait que je la croyais, mais il n'y avait aucune preuve. Des preuves, il faudra 6 mois de patience à Séverine pour en recueillir. À la suite d'un week-end au cours duquel son père se montre particulièrement violent, Céline autorise l'infirmière à appeler un médecin pour un constat médical. Si je dois résumer en un mot cette enfance jusqu'à mon placement, c'est la solitude. Deux mots, la terreur et la solitude. Et c'est vrai que l'arrivée de Madame Marion a changé ma vie. Parce que pour la première fois, j'étais plus seule, quoi. Pour la première fois, on était 2. Et ça change tout. Tout. Même dans ce sentiment de vulnérabilité, cette impression qu'on peut mourir à tout moment sans que personne s'en rende compte, le fait d'être 2, c'était comme si je pouvais plus mourir, quoi. C'est comme si, parce qu'elle savait, il pouvait plus rien m'arriver, quoi. Ça a tout changé. Après avoir été entendue par la brigade des mineurs, Céline est retirée à sa famille. Pour les 12 années de maltraitance, son père sera condamné à 2 ans de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et une injonction de soins. Sa mère, elle, tente encore aujourd'hui de justifier son impuissance dans des lettres pleines d'excuses et d'interrogations qu'elle adresse à sa fille. Ils ont raison de dire que j'ai été une mère indigne. Et je te jure, mon cœur, que si j'avais eu la solution, je l'aurais appliquée. Hélas, toutes ces années, je l'ai cherchée sans jamais la trouver. Et encore maintenant, j'aimerais que quelqu'un me dise ce que j'aurais pu faire pour arrêter ça. Je crois d'ailleurs que c'est une question que je me poserai toute ma vie. Je pense que je fais partie vraiment des chanceux. La petite Marina, elle n'est pas victime d'un homicide. Elle est victime de maltraitance qui a mal tourné. C'est-à-dire que pour tous, il peut y avoir la mort au bout. Il suffit de mal tomber ou d'être frappé un peu fort un jour, alors que la veille, ce serait passé. Ce jour-là, ça passe pas, quoi. Donc oui, j'ai de la chance d'être toujours ici. Que faudrait-il faire pour que la survie d'un enfant ne dépende pas de la seule chance? Déjà, on l'écoute autrement. Aujourd'hui, des progrès ont été réalisés
notamment sur le recueil de la parole de l'enfant. Dans certains départements, on a créé ce que l'on appelle des salles Mélanie. Dans une pièce, un gendarme enfin formé à l'écoute des enfants. Dans une autre, l'enquêteur en charge de l'affaire qui le guide. Si tu ne connais pas la réponse, je veux pas que tu me répondes pour me faire plaisir. Je veux juste que tu me dises « je sais pas ». Tu me racontes? C'est pas facile, je suis d'accord avec toi. Il faut que tu fasses un petit effort pour me dire un petit peu ce qui s'est passé et après moi, je vais t'aider avec des questions. Mais d'abord, j'ai besoin de toi pour que tu me dises un petit peu ce qui s'est passé. Sinon, je ne pourrais pas t'aider par mes questions. Donc, il faut que tu prennes plein de courage et que tu fasses juste le début. Tu me racontes ce qui s'est passé. C'est dur à dire. Ah, c'est difficile pour l'enfant de dénoncer ses parents. Il y a un grand sentiment de culpabilité pour l'enfant. Hein. C'est ma faute. C'est pareil, c'est très difficile. Alors ils y arrivent, hein. Ils finissent par y arriver à se confier. Ce qu'il faut que surtout nous on ne fasse pas, c'est critiquer le parent. Un enfant, même battu, aime ses parents. Hein. C'est impressionnant, mais c'est comme ça. Est-ce qu'ils ont vu ce qui s'était passé? On est loin du face-à-face de la petite Marina, avec un gendarme qui se contentait de noter ses propos. Ce dispositif Mélanie n'est pas obligatoire et n'existe que dans quelques départements, là où les associations de protection de l'enfance ont pu aider à son financement. C'est dire s'il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, Céline, devenue elle-même médecin, s'est engagée auprès de chercheurs, d'avocats, d'infirmières, pour convaincre les hommes politiques et l'opinion publique de s'attaquer à ce fléau. Et quand on commence à entrer à l'école primaire, au collège, et là où on commence à comparer nos vies, qu'est-ce que tu as fait hier soir, j'ai regardé la télé, moi j'avais toujours fait du piano. Là, on commence à se rendre compte que ce qu'on vit, c'est pas normal, mais arrive sur nos épaules. Lorsque l'affaire de la petite Marina est survenue, le petit Lorenzo, dans mon propre département, je me suis dit, on devrait tous s'y mettre. Et on ne devrait même pas pouvoir trouver le sommeil quand on pense aux tortures, aux sévices que subissent ces enfants, à ce calvaire qu'ils peuvent vivre. Voilà, donc j'ai voulu, avec d'autres, secouer l'opinion publique et dire on ne peut pas continuer à accepter qu'en France, en 2013, 1 à 2 enfants, chaque jour, meurent sous les coups portés par des adultes, souvent les parents d'ailleurs. On ne peut pas accepter qu'en France, comme dans tous les pays développés, 10% des enfants soient victimes de violences physiques, psychologiques, de négligences graves. Nous travaillons finalement vraiment d'un bout à l'autre de la question de la protection de l'enfance, puisque nous pouvons accompagner des parents. Ça peut être la grande révolution par rapport à l'histoire de l'enfance au XXIe siècle, que d'accorder à l'enfant une existence en tant que sujet et non plus simplement en tant que membre de sa famille ou en étant un individu appartenant à ses parents. Dans une lettre ouverte au président de la République, ces militants font des propositions concrètes afin de faire avancer les choses. La création d'un ministère de l'enfance. Déclarer la maltraitance faite aux enfants grande cause nationale. Une formation obligatoire sur la maltraitance faite aux enseignants, professionnels de santé, magistrats et travailleurs sociaux. Si certains responsables se sentent concernés, les institutions ont du mal à se remettre en question. Dans le procès qui les opposait à l'État, les associations pour la protection de l'enfance ont été déboutées de leurs plaintes le 6 juin 2013. Aucune négligence ne peut être relevée à ce stade, la réponse pénale ayant été immédiate et adaptée. On peut changer les lois qu'on veut, simplifier, court-circuiter les trucs, faire ce qu'on veut. Ça ne changera rien, c'est une question d'état d'esprit. Je pense que tant qu'on n'aura pas compris que ces dossiers-là exigent une célérité maximum, c'est-à-dire il faut agir tout de suite, très vite, c'est une question de minutes. Tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, on laissera les enfants dans ces situations-là. Là, j'ai une affaire qui vient de rentrer, l'histoire d'un enfant dans les Yvelines.
Le coup est parti trop fort, cette fois-là, plus qu'une autre. L'enfant est venu s'écraser sur la céramique de la baignoire. Il est mort. C'est un coup, c'est l'affaire d'une seconde. Et des coups comme ça, il y en a toute la journée et tous les jours. Donc on ne peut pas laisser filer les jours de cette manière. C'est pas possible de gérer les dossiers comme ça. Je ne sais pas ce qu'il faut penser d'une société qui n'est pas capable de protéger ses enfants. Franchement.